Pour reprendre la thématique du symposium, notre rapport symbiotique au monde et à l'espace terrestre est désormais porté par cette hyperconnectivité technologique qui ne cesse de s'intensifier et qui ne peut se produire sans la mise en œuvre de vastes infrastructures, comme celui d'un réseau de câbles en fibre optique de plus de 1,2 million de kilomètres installés au fond des océans aujourd'hui. Le projet Exploration 135 se construit aussi dans une perspective historique et prend son origine à partir d'archives bathymétriques, donc cette science de la cartographie des fonds marins relative à la pose du premier câble télégraphique transatlantique au milieu du XIXe siècle. Il y a comme ça toute une série de topographies et de profils d'élévation des fonds marins qui ont été réalisés à cette époque en plein essor industriel occidental pour étudier des trajets afin de prévoir la connexion entre deux territoires éloignés au début de la télégraphie électrique et qui m'ont rapidement inspiré à réaliser les premières expérimentations du projet et à poursuivre mes recherches sur ces enchevêtrements entre le milieu océanique et le développement des télécommunications jusqu'à l'actuelle infrastructure sous-marine d'Internet où transite aujourd'hui la quasi-totalité de nos échanges numériques dans le monde. Alors, bien qu'évoquée comme l'épine dorsale de notre connectivité, comme le rappelle Nicole Starosielski, cette infrastructure ensemble tout autant imperceptible, traversant en fait un environnement toujours en cours de cartographie et en grande partie inexploré, en raison de son hostilité, mais aussi du fait que ce milieu soit essentiellement dans l'obscurité, un milieu en fait où il y a un manque considérable de visibilité. Donc ce projet s'intéresse à explorer ce phénomène d'invisibilité dans la création d'une installation dont l'élaboration induit d'abord une interaction toujours plus abondante avec l'imagerie satellitaire et la navigation virtuelle. Une imagerie qui s'est désormais intégrée complètement à nos modes de représentation du monde, mais aussi nécessaire au développement des sciences de la Terre, dont l'océanographie et la climatologie, et continue d'ouvrir une réflexion toujours plus importante sur cette circulation infrastructurelle d'invisibilité, que l'on peut aussi rapprocher de ce que nomme dans une perspective plus politique l'artiste géographe Trevor Paglen en tant que zone d'invisibilité et d'une géographie verticale. Donc en prenant comme point de départ ce jeu circulatoire infrastructurel, le projet a d'abord consisté à générer des profils bathymétriques d'après les nombreuses données récoltées des trajets des câbles en ligne, dans l'intention d'en élaborer des flux lumineux en corrélation entre la colorimétrie de l'espace sous-marin et les flux de transmission des données numériques, mais aussi les flux visuels de la perception et ceux océaniques. Il s'agissait également de collecter et de rassembler, d'après les nombreuses explorations du globe virtuel, les sites d'atterrissage de ces mêmes câbles, c'est-à-dire leurs points de connectivité avec le littoral pour en produire des sortes d'atlas des paysages de la connectivité terrestre. Puis le travail s'est ensuite développé entre deux laboratoires de recherche à l'Université du Québec à Montréal. Donc d'abord à Hexagram, donc le réseau international de recherche-création en art, culture et technologie, que je remercie encore pour leur soutien, mais également en collaboration avec Max Boutin qui est présent aujourd'hui et Marc-André Cossette, eux aussi artistes-chercheurs avec qui nous avons cherché à développer un programme informatique spécifique d'investigation esthétique de ces rapports. Donc conçu à partir de Touch Designer, ce programme procède à partir du web et de l'océan et permet de classifier actuellement l'ensemble des informations récoltées à partir d'une vingtaine de câbles transatlantiques et agit comme une sorte de bibliothèque en réseau où il devient possible d'archiver et de faire communiquer les informations entre elles dans l'émergence d'un processus de visualisation.
Nous l'avons développé aussi pour tenter d'interconnecter spatialement et de manière synchrone le tracé lumineux de la topographie sous-marine du parcours des câbles avec la projection en morphing des images satellites des points de connectivité terrestre relatives à ces mêmes trajets et le défilement donc des informations métriques en temps réel comme on peut le voir ici avec le câble donc North and South. En fait, nous nous déplaçons alors d'un point d'arrivée sur le littoral à un autre dans une image du monde non complètement saisissable, si ce n'est insaisissable à la mesure de notre interconnectivité dans cet état en constante transformation. Des visualisations de données qui s'articulent en interaction dans l'exposition avec d'autres câbles et plusieurs écrans relayant des analyses faites à partir de différents procédés de microscopie, à la fois optiques et non optiques, de résidus, de matières technologiques comme ici de la fibre optique, mais aussi de sédiments et de micro-organismes fossilisés au cours de l'histoire terrestre provenant de l'océan Atlantique et extraits d'après des forages proches des zones des câbles de l'infrastructure. Donc, ce sont des analyses qui ont pu être développées en fait au laboratoire Géotope, le centre de recherche sur la dynamique du système Terre en micropaléontologie marine, avec la professeure et chercheure en paléoclimatologie Anne de Vernal, que je remercie encore pour la riche collaboration. En fait, les bassins, là on voit pas très bien avec cette image, mais en fait les bassins océaniques comme l'Atlantique sont des réservoirs dans lesquels s'accumule une productivité biologique considérable au cours de l'histoire, comprenant une multitude d'organismes microscopiques dont les restes fossiles vont s'accumuler sur le fond marin pour former le sédiment. Et ces microfossiles, tels que les foraminifères, comme on peut voir ici, sont ensuite étudiés dans les disciplines océanographiques comme des bioindicateurs des conditions environnementales passées permettant de reconstituer les données des océans et des climats anciens, mais aussi de projeter ceux du futur. Donc, ces expérimentations pour la recherche-création ont permis de révéler une réflexion beaucoup plus large sur la vision et les rapports d'échelle et d'observer ces relations s'entrecroiser constamment entre des échelles microscopiques provenant des temps longs géologiques, mises en corrélation avec des données géographiques virtuelles colossales des trajets des câbles et de notre connectivité. Donc, comme l'introduit aussi le film World Brain de Gwenola Valcon et Stéphane de Goutin, il faut se rappeler qu'au fond des océans, sur le plancher océanique, des câbles en fibre optique voisinent constamment avec la faune et les micro-organismes. Des relations que je continue d'observer dans une perspective proche de la géologie des médias. Dans ce sens, je fais aussi référence à une autre forme d'extraction qui suit notre expansion technologique, comme le deep sea mining, amenant à des forages en haute mer pour non pas étudier, mais extraire des fonds marins, des matériaux essentiels à la fabrication de toutes nos technologies, participant à un phénomène de circulation toujours plus mis en abîme entre la technologie et l'environnement terrestre, et avec lesquels nous coexistons finalement constamment. Donc le projet Exploration 135, et je finirai sur ça, et l'installation donc Vision Transatlantique qui en émane, comme on peut le voir sur la vidéo, ne cesse d'interroger ces phénomènes d'invisibilité et de circulation dans une expérimentation entre la recherche-création et les sciences marines, situant l'océan comme un espace exploratoire intrinsèque à la pensée planétaire mais aussi transdisciplinaire. Un environnement à la fois majeur du système climatique et terrestre, mais aussi devenu fondamental pour notre rapport à la technologie et à nos échanges informationnels sur et avec le monde, qui ne cesse d'être en expansion. Donc, comme on peut le voir, ici, l'installation est pensée comme un processus hybride de visualisation et d'exploration du milieu océanique atlantique à travers l'infrastructure sous-marine d'Internet. Ce dispositif installatif n'a pas de forme définitive, aux multiples variations et rapports d'échelle, et s'apparente plutôt à un écosystème informationnel en train de sonder ce réseau complexe de relations en temps réel. Et propose une expérience exploratoire et une réflexion sur cette impression d'une océanisation où les flux, les circulations et la submersion des artefacts numériques continue de s'accumuler à mesure d'un processus sédimentaire, géotechnologique et psychique de notre rapport au monde.
Merci. The Rosh Ava revolution started in northern East Syria in the early 2010s. The revolution promotes L'interprète est vraiment désolé, mais pas de son dans le casque des interprètes, ce qui rend la traduction impossible. The Rosh Ava Center for Democratic Technologies is a fluid collective of artists and engineers based in the autonomous administration of North and East Syria. Drawing from the principles of the revolution, we develop technologies for a free society. By now, more than 10 years have passed since the beginning of the revolution, and the situation is difficult. Droughts caused by climate change and strategic disruption of water supply by the Turkish state destroy a large part of the harvests. Ongoing attacks by the Turkish military, army of the Syrian regime and the remaining Daesh cells make the restoration of war-damaged infrastructures for water and electricity. Les attaques incessantes de la Turquie rendent la réparation des infrastructures électriques et d'eau très difficile. Alors, les ingénieurs, les artistes ailleurs dans le monde s'intéressent à l'intelligence artificielle. Nous sommes occupés d'un élément de technologie très, très banal, le réfrigérateur. C'est vendu partout dans le monde, ces réfrigérateurs que l'on trouve en Syrie. Ils ressemblent parfaitement à ceux qu'on trouve aux États-Unis ou en Chine. Et c'est vrai que c'est un élément d'appareil domestique qu'on prend pour évident. Et pourtant, ces caractéristiques à la fois techniques et esthétiques l'ancrent très profondément dans les idéologies capitalistes du Nord. Par exemple, son design très peu efficace sur le plan énergétique avec cette porte verticale et aussi son besoin en électricité qui est énorme et puis aussi son évocation des imaginaires européens et américains du progrès technologique avec un design qui ressemble un petit peu à l'intérieur des navettes spatiales. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, les cuisines modernes étaient toutes similaires et sur le plan esthétique, on faisait même une référence directe à l'exploration spatiale américaine.
Avec ce réfrigérateur hégémonique qui a été lancé dans tous les espaces en dehors de l'Europe et des États-Unis, on se retrouve face à un artefact néocolonial. D'abord, un appareil qui a besoin de beaucoup d'électricité, ce qui veut dire qu'on dépend de systèmes technologiques, techniques qui produisent cette électricité et donc des devises étrangères et des marchés internationaux. Deuxièmement, c'est vrai que ce réfrigérateur, il se rattache à un récit universel du progrès et qui tente à dire que la seule façon de se moderniser, d'avoir accès à la modernité, c'est de ressembler à un consommateur, à un hyper-consommateur européen. On n'a plus de lien avec les dimensions culturelles de l'histoire locale, des héritages locaux. Le territoire sous administration autonome du nord-est de la Syrie n'a pas accès à une alimentation électrique stable. On n'a pas beaucoup de groupes électrogènes, si bien qu'on n'a que quelques heures de courant par jour. La seule possibilité d'avoir un réfrigérateur européen, si tant est qu'on puisse se l'offrir, c'est d'acheter un système de panneaux solaires puissant, mais ça coûte à peu près l'équivalent d'une année de revenus. Et lorsqu'il fait très chaud l'été et que ça monte à 50 degrés, c'est vrai que quand on n'a pas de système pour rafraîchir, pour maintenir les aliments au frais, et puis ça veut dire qu'on ne peut pas les garder très longtemps. Dans nos recherches, pourtant, on s'était rendu compte que beaucoup n'ont pas envie d'explorer à nouveau les méthodes ancestrales de conservation des aliments, de rafraîchissement. C'est vu comme étant quelque chose d'assez primitif, humiliant. Alors, ce projet Revolution Refridge, ça s'adresse à ces deux aspects. Le fait déjà d'avoir besoin d'un appareil qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, et puis qui intègre aussi l'héritage ancestral. Ce système que nous avons développé, il utilise une méthode de refroidissement basée sur la vaporisation et ça tourne avec un système d'alimentation solaire très basique. On a deux récipients en argile qui ont été fabriqués par le potier local, qui sont insérés l'un dans l'autre, séparés par du sable humide. La vaporisation de l'eau extrait l'énergie de l'intérieur du récipient et provoque une chute de température. On a là une unité de refroidissement Peltier électrique qui est alimentée par un petit panneau solaire et qui donne des températures qui sont tout à fait aussi froides que dans un frigo moderne. Et c'est un appareil qui va coûter moins de 50 $. Et puis, on a pu faire appel à un certain nombre de participants, des utilisateurs potentiels, des historiens du folklore, des gens qui travaillent dans des carrosseries, qui font de la peinture, etc. Et on a conçu ce petit appareil qui fait une symbiose entre ce design quasiment rattaché à l'exploration spatiale et puis l'architecture régionale qui ressemble aux ruches, très connues pour leur qualité de refroidissement. Cette coque métallique, elle a été faite par un spécialiste de la métallurgie du souk de Kamishlo. Et on a une peinture dorée qui rappelle les bijoux kurdes et les circuits high-tech. Ces pots en argile sont recouverts de textiles. Et nous avons maintenant un produit qui est fini. On peut le présenter dans les villages. Et on est en train de travailler à un design de deuxième génération. On espère qu'on pourra le distribuer à plusieurs exemplaires aux familles dans les villages pour qu'ils soient testés par eux.
If you like, you can get in touch with us through the signal number on the screen, or you can follow our Telegram channel at Rojavad Tech. Thank you. Et bon, on ne pourra pas remercier personnellement Danny Ploeger, mais voilà, vous avez été invité à le contacter si vous avez des remarques sur son projet. Quant à nous, dans cette salle, en salle 300, on peut se retrouver dans 20 minutes. On va accueillir Pierre Villonchon pour une conférence au niveau de ce que le métavers finalement et le Web 3.0 peut apporter aux artistes. Donc je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes et merci beaucoup.